Hello, et si je vous disais que même les économistes peuvent se tromper complètement sur la réalité? Par exemple, est-ce que faire des études augmente vraiment le salaire? Tout le monde dira oui, mais en réalité, on n'est pas sûr. Parce que ce qu'on observe, ce sont des corrélations. Et comme on l'a vu sur cette chaîne, une corrélation est différente d'une causalité. Oui, les diplômés gagnent beaucoup plus. Mais est-ce grâce au diplôme ou parce qu'ils étaient déjà beaucoup plus motivés, plus talentueux ou mieux entourés? Ça, c'est le biais de la variable omise. Et c'est exactement pour résoudre ce problème et d'autres problèmes déjà énoncés sur cette chaîne qu'on utilise l'analyse causale. Mais il y a quelque chose que presque personne ne vous explique. Il n'existe pas une seule méthode. Il existe toute une boîte à outils. Et aujourd'hui, je vais vous donner la boussole complète des méthodes causales. Avant de commencer, likez la vidéo si vous voulez avoir plus de contenu sur l'ACP, les statistiques et les méthodes causales en général. Laissez un commentaire pour me dire ce qui bloque la plupart du temps dans vos interprétations. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Commençons par le scénario idéal, le rêve de tout économiste. Imaginez, vous voulez savoir si une formation augmente le salaire. Le monde parfait, ce serait de pouvoir contrôler complètement la situation. Et c'est exactement ce que permet un randomized control trial. Le principe est simple. Vous prenez des individus et vous tirez au sort qui reçoit la formation et qui ne la reçoit pas. Le hasard rend les deux groupes identiques en moyenne. Donc, si à la fin, il y a une différence, elle vient du traitement, c'est-à-dire elle vient de la formation. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas juste théorique. Des organisations comme JPAL font ça partout dans le monde. Petit point rapide, théorique, mais crucial. La randomisation ne rend pas juste les groupes semblables, elle les rend comparables dans toute leur distribution. Autrement dit, la randomisation permet d'assurer que la distribution jointe de toutes les variables enregistrées sont identiques entre les groupes de traités et les groupes de contrôle. Et partant de là, on déduit que les moments d'ordre 1, 2 et 4 sont identiques entre les deux groupes. Plus simplement, les groupes sont comparables en moyenne et au-delà. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, en théorie, on a la solution parfaite. Dans ce cas, pourquoi existe-t-il d'autres méthodes? Réponse simple. Parce que dans la vraie vie, les essais contrôlés randomisés coincent parfois. C'est extrêmement cher. Par exemple, former ou suivre des milliers de personnes pendant des années, ça coûte des millions. Parfois, c'est impossible éthiquement. Par exemple, on ne peut pas tirer au sort qui aura accès à un traitement médical et qui ne l'aura pas. Et c'est souvent aussi ingérable sur le terrain. Imaginez, vous demandez à des gens de ne pas suivre une formation juste pour des besoins de l'étude. On ne peut pas tirer au hasard qui va être pauvre ou riche. Donc, dans 90% des cas sur le terrain, on a juste des données observationnelles, c'est-à-dire des données administratives, les données de recensement, des données de sondage. Et il faut bien utiliser ces données. Donc là, tout devient beaucoup plus compliqué. Et c'est ici que les économistes deviennent ingénieux. Leur objectif, c'est de recréer du hasard là où il n'y en a pas. Et pour ça, ils utilisent différentes méthodes selon le type de données. Le premier cas, avec les données transversales, c'est une photo de la population à un instant T. Quel est le défi? Les gens choisissent le traitement, par exemple, faire un master, faire une formation, sont fondamentalement différents de ceux qui ne l'ont pas fait. Pour corriger ça, on a trois outils majeurs. Le matching ou alors appariement, on cherche les jumeaux statistiques parfaits. On compare deux personnes qui ont le même âge, le même milieu social, les mêmes notes au bac, mais l'un a fait une formation pro ou bien a fait le master et l'autre non. La seconde méthode, c'est la méthode avec les variables instrumentales. On utilise un instrument, un facteur externe qui influence à la fois la formation, mais n'a aucun lien direct avec le résultat de la formation. Un exemple, c'est par exemple la distance géographique entre la maison d'un étudiant et de l'université. Elle influence la probabilité d'étudier, mais n'influence pas directement son intelligence ou son salaire futur. La troisième méthode peut être la régression sur discontinuité.
C'est la méthode du seuil arbitraire. On compare les gens qui sont juste au-dessus et en dessous d'un seuil. Exemple, une bourse est accordée à partir de 14 sur 20 de moyenne. On compare l'élève qui a eu 13,9 et celui qui a eu 14,1. Ils sont visuellement identiques, mais le hasard du correcteur a décidé que l'un serait traité et l'autre pas. Toutes les méthodes ou les autres méthodes qu'on va développer sur la chaîne sont des variantes de ces méthodes. On va toutes les explorer au fur et à mesure ici. Le deuxième cas, ce sont les données de panel. Ici, on suit les mêmes individus sur plusieurs années. C'est beaucoup plus robuste car on peut éliminer les caractéristiques fixes comme le talent inné ou la personnalité qui ne changent pas au cours du temps. Donc, on a plusieurs modèles. Ici, on élimine tout ce qui ne change pas au cours du temps comme le talent, la personnalité et l'environnement stable. On a la différence en différence. On regarde si la trajectoire du groupe traité a dévié par rapport à celle du groupe témoin après un choc. On a les Event Study Design. Ici, on observe comment l'effet évolue dans le temps avant et après. Et on a les contrôles synthétiques, par exemple, quand on n'a qu'un seul individu traité, par exemple un pays entier, on crée un pays virtuel avec un mélange de plusieurs autres pays qui ressemble parfaitement au pays traité avant la réforme. Un exemple simple, est-ce que le passage à l'euro a boosté l'économie allemande? On crée une Allemagne synthétique, par exemple le mélange de l'Autriche, de la Suisse, du Japon, pour pouvoir les comparer. Le dernier cas, parfois, la question n'est pas est-ce que ça arrive, mais quand est-ce que ça arrive? Retrouver un emploi, faire faillite, guérir. Dans ce cas, on utilise l'analyse de suivi et notamment les modèles de Cox. Retenez bien ça. Il n'existe pas de méthode magique. Chaque méthode est une réponse à une contrainte du type de données, du contexte, de la faisabilité, mais toutes ont le même objectif, isoler un effet causal crédible. Dans cette vidéo, vous avez vu la carte. Dans les prochaines vidéos, on va entrer dans le détail et on commence avec une méthode ultra puissante et très intuitive, les Regression Discontinuity Design. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.